Salut à toutes et à tous, regardez le média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode du côté de chez Sam avec Chris Di Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur du newsletter sur Substack, politicoboy.substack.com. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit récap sur la campagne présidentielle américaine qui prend des tournures un peu folles et clairement inédites, avec l'abandon de Joe Biden fin juin, suite à un premier débat désastreux, la propulsion de Kamala Harris par les élites démocrates pour le remplacer, les 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump, les multiples procédures judiciaires qui visaient à le faire tomber, son propre débat désastreux qui le conduit à refuser tout second débat contre Kamala Harris et l'élargissement du conflit au Moyen-Orient qui vient percuter la campagne. Le menu est consistant avec un fil directeur et une première question: qui veut la peau de Donald Trump ? Salut Chris. Bonjour à tous. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur ces 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump ? Est-ce qu'on est face à des individus isolés ou face à une volonté déterminée d'empêcher l'ancien président de devenir le nouveau président ? Oui, alors pour l'instant, ce que montrent les enquêtes et ce qu'on sait de l'avancée des enquêtes et des profils des meurtriers potentiels, c'est que c'est plutôt des personnes isolées, la théorie du loup solitaire. La première fois, c'était donc un jeune homme qui était très influencé par toute la culture des armes à feu, etc., et qui n'avait pas de profil politique clairement établi. C'est difficile de dire c'était un démocrate ou il était de l'extrême gauche, pas du tout. C'était quelqu'un qui avait un peu navigué. Alors, il avait soutenu les Républicains pour un moment, puis il avait donné un peu d'argent à un candidat démocrate, mais il n'avait pas d'attache politique claire et pas beaucoup non plus d'interventions, de choses écrites qu'il aurait pu laisser, qui auraient pu expliquer un peu son positionnement politique. Mais par contre, très influencé par la culture des armes à feu. Donc lui, il a tiré sur Trump lors d'un meeting de campagne. Et la seconde personne qui a tenté d'assassiner Trump, donc lui, s'était caché aux abords du golfe de Trump en Floride, donc il était quand même relativement loin en termes de distance, et il a été repéré par les agents du service secret, mais ça faisait déjà plusieurs heures qu'il était en planque avec un fusil d'assaut, et donc il y avait le risque qu'il ouvre le feu sur Trump quand celui-ci se serait approché un peu plus de son angle de vue. Et cette personne-là aussi, quelqu'un d'un profil assez complexe et pas très difficile à classer politiquement, qui a dit avoir voté pour Trump en 2016, qui a également donné un peu d'argent à des causes démocrates plus récemment, mais qui n'était pas du tout engagé politiquement dans un parti ou une organisation précise, et qui avait des points de vue sur ce qu'on a pu retrouver sur son profil en ligne, qui ne cadre pas du tout avec un membre de l'extrême gauche ou des choses comme ça. Donc plutôt quelqu'un d'un peu perdu, encore une fois. Donc 2 profils un peu Très symptomatiques de intéressé cette par le Amérique. conflit ukrainien, ce deuxième. Oui, un petit peu, ouais. Apparemment, il aurait tenté de monter une sorte d'entreprise pour faire venir des vétérans d'Afghanistan combattre en Ukraine. Donc, c'est des profils un peu particuliers, mais qui en même temps reflètent un peu cette Amérique en perte de repères, si tu veux. Et donc, qui sont pas, du moins pour l'instant, il n'y a aucun élément qui permet de dire que qu'il y a derrière ça, il y avait tout un complot pour essayer d'assassiner le président. Ok, il n'y a rien de coordonné, a priori en tout cas. Peut-être que des choses nouvelles apparaîtront, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de coordonné, une entreprise concertée. Voilà, ouais, il y a pas il y a pas l'air d'avoir de complice ni rien. Et en fait, on le voit d'ailleurs en termes de récupération politique. Alors, Trump a beaucoup victimisé, etc. Et son camp a accusé les démocrates d'avoir produit ce genre de tentative d'assassinat en appuyant le discours comme quoi Trump serait une menace pour la démocratie, puisqu'il a quand même tenté une sorte de coup d'État après avoir refusé de reconnaître le résultat des élections en 2020. Donc du coup, que c'est ce discours des démocrates, comme quoi Trump est une menace pour la démocratie, qui encourage après des actes isolés comme ça de personnes qui adhèrent à ce discours.
Donc ça, c'est un peu la récupération côté républicain, mais côté démocrate, il y a aussi des gens qui pensent que la deuxième tueur, c'était un peu un complot des républicains pour aider Trump. Donc ça, c'est beaucoup moins plausible, mais ça montre que des deux côtés, on se renvoie un peu la balle sur qui est fautif dans cette affaire. Et à qui ça profite. Alors, comment expliquer Voilà. que ces tueurs contrariés étaient aussi proches du but? Est-ce que c'est une faille des services secrets américains? Et comment est-ce que cela est perçu dans ce pays? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est assez surprenant, en partie dans le premier cas, que cette personne ait pu se poser sur un toit à quelques centaines de mètres de l'estrade de Trump sans être repéré avant qu'il puisse tirer. Et donc, ça a créé toute une polémique sur la responsabilité des services secrets. Alors, c'est plutôt le camp républicain et l'extrême droite américaine qui est furieuse contre les services secrets. Et d'ailleurs, la personne qui était en poste responsable a démissionné suite à ça, parce qu'effectivement, on a clairement un exemple de manquement. Et en fait, c'est pas il y a un paradoxe, parce que d'un côté, on a tendance à penser que les services secrets américains, c'est une organisation toute puissante, etc. Et donc, il y a le côté État profond. Et en même temps, c'est une organisation qui souvent, parce ils avaient pas été capables d'empêcher le 11 septembre, c'était une énorme faillite des services de renseignement. On a vu en Israël, leurs homologues israéliens n'ont pas vu venir le 7 octobre. Donc, il y a l'idée que les services secrets sont tout puissants et en même temps qu'ils font des énormes ratés comme ça. Et donc c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc ça alimente un peu le discours comme quoi Trump c'est quelqu'un d'anti-système et que l'État profond aurait un peu laissé faire les tentatives d'assassinat sans faire de zèle ou en faisant l'inverse pour essayer d'encourager ça. Et donc ça c'est un peu une théorie qu'on rencontre du côté de l'extrême droite ou de la droite trumpiste américaine qui voit dans la faillite et les manquements du renseignement peut-être une volonté de nuire à Trump. Ouais, parce qu'en fait, en réalité, si on considère que les services sont tout puissants ou quasiment tout puissants, ben, en fait, on est perplexe face à ce double foirage. Voilà, mais en même temps, c'est encore une fois, ils avaient aussi pas vu venir l'attaque du 6 octobre sur le Capitole, qui pour le coup profitait à Trump. Donc il y a un peu un. En fait, l'explication la plus plausible, c'est que c'est des organisations qui sont effectivement très puissantes dans le sens qu'elles ont beaucoup de moyens, etc., mais qui sont aussi très faillibles. Et on a souvent des exemples de leurs échecs. Et donc là, c'en est un, clairement. Même si sur le deuxième cas, ils ont quand même intervenu avant que cette personne puisse vraiment se mettre en position de tirer. Donc c'était déjà, il y avait déjà un peu plus de... Et puis il était beaucoup plus loin, donc le périmètre de sécurité n'était pas le même. Donc c'était pas aussi flagrant comme problème que sur la première tentative. Alors plus généralement, certains commentateurs s'accrochent à l'idée que Trump serait, tu l'as dit, un candidat anti-système, donc l'homme à battre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Donald Trump, au-delà de ses effets de manche, euh, irrite à ce point le système, gêne Bah, à ce point le pas, système? Ouais, bah pas vraiment en fait. Si tu regardes d'abord qui le soutient, en 2016, c'était vraiment, il embarrassait son propre parti. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient désolidarisés de lui. Et même le parti républicain avait plutôt évité de trop financer sa campagne présidentielle pour plutôt financer les campagnes des sénateurs et des membres du Congrès, parce que l'élection a lieu le même jour, il faut rappeler. Donc il y avait vraiment un côté, bon, bah, on est coincé avec Trump, mais vivement qu'on puisse tourner la page. Et pendant sa première présidence, il avait effectivement, il y avait eu des résistances comme ça, qui c'était à différents niveaux de la société et des institutions américaines. Mais là, alors pourtant qu'il a fait cette espèce de putsch raté en 2020, il y a plus du tout ce côté-là. On voit par exemple que la Silicon Valley, qui est d'habitude associée aux démocrates, en grande partie s'est rangée derrière Trump cette année. C'est le cas en particulier parmi les plus importants financiers donc, du cabinet Andreessen Horowitz, donc c'est des capital risqueurs assez influents. Elon Musk, bien sûr, qui du coup a mis Twitter derrière Trump en organisant un interview. Là, récemment, il vient de censurer un journaliste qui avait sorti des informations sur le colistier de Trump, aujourd'hui même. Donc tout ça, ça montre qu'il y a quand même, même Nous tournons le Zuckerberg, vendredi 27 septembre
Ouais, c'est 2024. ça. Et du coup, il y a aussi, bon, alors Zuckerberg, par exemple, donc de Facebook, qui, sans soutenir Trump, avait eu des propos plutôt sympathiques à son égard. Pareil, Jamie Dimon, donc c'est le patron de JP Morgan, donc la plus grosse banque américaine, qui est quelqu'un de très influent dans les milieux new-yorkais, à Wall Street, qui avait déjà tenu un discours assez favorable à Trump lors du sommet. De Davos, voilà. Donc Davos, c'est vraiment le forum économique où il y a toutes les élites mondiales, mondialistes du système qui est en place, qui se rassemblent, et comme le savent sûrement les auditeurs et auditrices. Et là, bah, ce financier qui avait un peu pris parti pour Trump en disant il a quand même fait des bonnes choses, il a quand même eu raison sur plusieurs sujets. Donc c'était un peu un appel du pied pour tous les gens de Wall Street qui hésitaient à donner de l'argent à Trump ou à se positionner, qui du coup ont vu ça un peu comme un appel du pied. Et là, très récemment, il a de nouveau réitéré, repris même des éléments du discours de Trump pour dire qu'il y avait un vrai problème à la frontière, etc. Donc il y a un peu Wall Street qui se range derrière Trump, alors que ces dernières élections, ils avaient plutôt été derrière les démocrates. Pareil avec la Silicon Valley, donc c'est vraiment les deux centres de pouvoir économique américains. Et le troisième, ça serait ce qu'on appelle Big Oil, donc les compagnies pétrolières et gazières. Et là aussi, ça c'est par contre, c'est à tous les cycles électoraux, ils sont plutôt derrière les républicains. Il y a même Trump qui avait reçu un de leurs lobbyistes, qui est un milliardaire qui a fait fortune dans le pétrole, et il avait dit texto, si l'industrie me donne 1 milliard pour financer ma campagne, je vous fais tout ce que vous voulez en termes de loi et de dérégulation, etc. Donc c'était très clairement euh, dit ouvertement, quoi. De la même manière que dans ses meetings, il se vante d'avoir le soutien de Musk et va dire oui, il va falloir qu'on fasse des lois pour l'aider parce qu'il nous aide bien pour notre campagne. Donc il y a ce côté corruption assumée qui est légal, bien sûr, hein, dans le système américain, mais en général, on évite de le crier trop fort. Et justement, Trump avait été avant le candidat en 2016. Le message, c'était moi, je suis différent des autres parce qu'on ne peut pas m'acheter, parce que je suis un milliardaire et que je suis habitué à acheter les politiciens et je ne vais pas me faire acheter. Et moi, je vais vous défendre vos intérêts à vous, les Américains. Là, c'est pas du tout le même discours. Et du coup, du coup le discours qu'il porte bah, rassure beaucoup les élites économiques. Et on le voit aussi, bah, il a échappé à tous ces procès, entre autres grâce au soutien des juges de la Cour suprême et de certains autres juges du circuit fédéral qui ont un peu enterré ou retardé les procès qui pouvaient l'inquiéter. Et donc, on voit il bénéficie d'un certain... peut-être parce que beaucoup de gens pensent aussi qu'il va être élu, donc du coup se positionnent en fonction. Ils font un calcul à ce niveau-là, mais en tout cas, on voit qu'il ne dérange pas grand monde dans les centres de pouvoir américains. Et on a l'impression d'ailleurs que, d'un point de vue de l'hégémonie culturelle, les thématiques de Trump contaminent le Parti démocrate et Kamala Harris. Oui, c'est-à-dire que avant, il y avait quand même, si on se projette en 2016, il avait fait campagne avec son mur à la frontière, et c'était quelque chose qui avait été un peu ridiculisé, mais en même temps qui était un truc très clivant, quoi. C'est-à-dire que quand il avait voulu le financer, les démocrates avaient bloqué au Congrès, il y avait eu tout un tas de manifestations, etc. Et là, Kamala Harris, maintenant, elle promet de faire un mur encore mieux que celui de Trump. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le jour où on tourne, elle se déplace à la frontière en Arizona pour incarner une position ferme et montrer qu'elle est plus sérieuse que Trump. Et dans son débat avec Trump, elle l'a accusé d'avoir, à juste titre d'ailleurs, hein, d'avoir fait échouer une loi sur l'immigration qui avait été écrite Une loi par les dure sur républicains. l'immigration. Voilà, une loi très dure qui avait été écrite par les sénateurs républicains et qui avait été soutenue par les syndicats de garde-frontière, donc ce sont des syndicats très à droite, hein, bien sûr. Et en fait, Biden, son calcul, c'était bah, je vais accepter d'aller dans le sens des républicains, comme ça, je pourrais faire campagne en disant j'ai été ferme sur la frontière pour. Et donc Trump, au dernier moment, a forcé les sénateurs républicains à voter contre la loi qu'ils avaient eux-mêmes écrite, justement pour pouvoir continuer de faire campagne sur le thème l'immigration est hors de contrôle, etc. Et donc ça, Kamala Harris, dans le débat, elle aurait pu dire la façon dont on s'occupe de la frontière, c'est indigne, inhumain, etc. Non, elle a choisi de dire moi, je vais être plus sérieux que toi, Trump, sur la frontière, et moi, je vais vraiment tenir les engagements que tu ne tiens pas.
Ah bah justement, et si on parle un peu de la géopolitique du conflit au Moyen-Orient et aussi de l'Ukraine, en quoi finalement les programmes de Kamala Harris et de Trump se distinguent sur l'international ou se rapprochent-ils également, comme on l'a vu sur le sujet de l'immigration? Oui, bah, c'est encore une fois, on a tendance à dire que Trump est anti-interventionniste ou non interventionniste. Et il y a par certains discours, ça peut être vrai, mais on voit qu'au Moyen-Orient, il reproche aux démocrates d'être pas assez, pas assez soutenir Israël. Et donc, il a dit à plusieurs reprises que si c'était lui en place, ben, la question serait déjà réglée parce qu'il y aurait eu moins de retenue, moins de considération humanitaire vis-à-vis de Gaza. Donc, ça donne vraiment l'impression. Et d'ailleurs, dans sa première présidence, il avait fait beaucoup de choses en faveur de la politique israélienne, dont le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, etc. Donc, sur ce dossier-là, il serait encore plus interventionniste, si tu veux, que Kamala Harris. Mais c'est vraiment des nuances de degré, parce qu'en même temps, euh, là, les démocrates reprochent beaucoup à Kamala Harris d'avoir la même position que Trump, dans le sens où peu importe ce que fait Netanyahou et son gouvernement, y compris là avec le Liban, eh ben, ils continuent là, ils viennent d'approuver encore 8 milliards de dollars de soutien militaire à Israël. Donc il y a le côté, les démocrates sont pas capables de s'opposer ou de limiter un peu le côté belliqueux d'Israël mieux que le ferait Trump. Donc il y a à la fois le fait que Trump est dans la surenchère par rapport mais plus sur la rhétorique que sur les faits, et à la fois les démocrates qui eux ne se différencient pas du tout de sa position vis-à-vis d'Israël. Donc ça c'est pour le Moyen-Orient. Et en Ukraine, bon là, Trump est plus, on va dire, pro-russe dans le sens où ce qu'il dit, c'est que si lui, il est arrivé au pouvoir, il arrêterait le soutien sans condition à Zelensky et du coup forcerait les négociations. En même temps, c'est quand même Trump qui avait tenu une position très anti-russe quand il était au pouvoir, qui avait tenté de faire échouer par tous les moyens le gazoduc Nord Stream 2 qui a finalement été saboté et puis qui avait armé l'Ukraine avec des armes létales que Obama s'était refusé de livrer à l'époque, et dont certains vont dire bah, c'est ce type de livraison d'armes qui ont fait que les Russes se sont sentis obligés d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Donc il a aussi une grosse part de responsabilité dans la situation, et on ne voit pas vraiment de grosses différences fondamentales dans l'approche. Alors finalement, qu'est-ce qui distingue réellement les deux candidats, Trump et Harris, à part la forme? Sur le fond, Bah, je veux dire. c'est une bonne question, et ça ne va pas être l'immigration ni la politique intérieure, extérieure, pardon, donc ça va plutôt être sur la politique intérieure. Et c'est là qu'on voit que Trump a pas mal quand même tourné le dos à ce qu'il incarnait en 2016, dans le sens où alors il y a un projet, son programme en gros n'est pas très détaillé, enfin lui-même ne parle pas beaucoup de ce qu'il va faire en tant que président. Il se contente surtout de dénoncer l'inflation et le wokisme des démocrates et leur inaction, etc., et dire qu'avec lui, l'économie va repartir, que ça va être formidable. Mais il n'y a pas beaucoup de propositions concrètes, et les seules qu'il a vraiment portées, eh ben, c'est plutôt donc des grosses baisses d'impôts sur les plus riches, et puis donc des tarifs qu'il veut mettre donc plus de protectionnisme aux frontières, mais qui du coup pourraient provoquer plus d'inflation pour les Américains. Et puis, après, il essaye de se désolidariser autant qu'il peut de ce qu'on appelle le projet 2025, qui est en fait un programme qui a été écrit par le patronat américain, les principaux syndicats patronaux et les principaux think tanks, dont la Heritage Foundation. Et donc, c'est une liste, en gros, de tout ce que les ultra-conservateurs américains souhaitent faire. Donc, c'est tout un tas de dérégulations, des régulations en termes d'écologie, de climat, mais également sur l'école. Donc, et alors, je suis par exemple, le monde diplomatique, tu vois, ils ont fait un article très intéressant sur la campagne. Et en gros, ils disent, bon, le projet 2025, c'est pas le projet de Trump, quoi. C'est le projet des conservateurs américains. Et on sait que Trump, il n'a pas le niveau intellectuel pour à la fois produire ça et puis l'appliquer. Mais en même temps, justement, quand il répondait aux questions d'Elon Musk, par exemple, il a parlé des propositions de ce projet vis-à-vis de l'éducation qui vise en gros à
a supprimé le ministère de l'Éducation publique et donc l'école publique aux États-Unis, qui est une institution particulièrement populaire et qui fonctionne plutôt bien, et donc en gros de privatiser l'éducation. Et ça, c'est un des piliers du projet 2025, et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais porté auparavant. Donc c'est un truc comme ça donc le fait qu'il se soit étranger à ce projet et qu'il n'applique pas des pans entiers de ce programme, c'est assez, enfin, c'est difficile à affirmer. Alors, est-ce que finalement, la différence entre aujourd'hui et 2020, c'est l'abandon de ce qu'on pourrait appeler le discours populiste au sens pas péjoratif du mot, ou du discours populaire, c'est-à-dire la volonté de coller aux aspirations des classes populaires. Est-ce que du côté de Trump et du côté de Harris, il y a moins cette volonté de coller au désir profond de l'Amérique, du peuple, quoi? Ouais, tout à fait. Alors, on va essayer de nuancer un peu, mais en 2016, Trump, il avait quand même un discours très fort contre le libre-échange, contre les élites, contre le monde politique, etc. C'était le fameux je vais drain the swamp, donc je vais assécher le marais de la corruption à Washington. Alors que maintenant, il est lui-même ouvertement, il se vante d'être corrompu, en gros. Et puis, il y avait tout un discours. Par exemple, on l'avait interrogé sur l'assurance maladie. Et il s'était prononcé à l'époque plutôt pour un système en fait assez proche de ce que proposait Bernie Sanders, c'est-à-dire une nationalisation de l'assurance maladie, puisque tout est privé aux États-Unis dans ce domaine ou presque, et donc ce qu'ils appellent un single payer, donc c'est-à-dire que voilà, la mutualisation, donc ce qu'on a en France en gros, hein, de la sécurité sociale, ou de l'assurance maladie plus exactement, et ce qui était à contre-pied de la doxa de son parti qui veut privatiser ce qui reste à privatiser et mettre le moins de contraintes possible sur les assureurs privés. Donc, il y avait quand même il avait conscience qu'il fallait voilà, proposer des choses qui étaient favorables à la classe ouvrière, à la classe moyenne. On ne retrouve plus du tout ça maintenant dans son discours. Et en même temps, et d'ailleurs dans le débat, c'était assez incroyable parce que le premier débat où Biden a été ensuite évincé, Biden s'était vanté d'avoir détruit l'assurance publique, maladie publique. Il avait fait un lapsus, donc ça avait choqué les gens. On s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on change. Et là, ce coup-ci, c'est Trump dans le débat suivant qui, en gros, s'est dit, vous vous rendez compte, Kamala Harris, c'est une communiste et veut que tout le monde ait une assurance. Il n'a pas dit une assurance publique, etc. Et je dis, il voudrait que tout le monde ait une assurance maladie. Comme si c'était, alors que c'était son discours en 2016, que tout le monde devrait avoir une assurance maladie. Et donc il y a vraiment une rupture avec il est totalement passé du côté conservateur, ultra-libéral sur ces questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas. Donc Kamala Harris, au mieux de se porter contre ça et de proposer, comme avait fait Hillary Clinton, une nationalisation partielle de l'assurance maladie, elle se contente en gros de dire bah, on va continuer avec le système actuel Obamacare en continuant de subventionner les assurances privées pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient couverts. Mais ça, le produit de ça, c'est une assurance maladie très chère pour les Américains. Et c'est vraiment, quand on fait les sondages et les enquêtes d'opinion, c'est un des postes de dépenses les plus élevés aux États-Unis pour la plupart des Américains et une des principales préoccupations. Et ni les démocrates ni Trump ne proposent quelque chose de concret là-dessus. Et c'est un non-sujet dans la campagne, alors que depuis des années, ça a toujours été le sujet de la campagne quand on parle de politique intérieure. Et là, pas du tout, c'est passé à la trappe. Donc il ne reste plus grand-chose Est-ce qu'on peut dire vraiment que entre du côté démocrate, le souffle Bernie Sanders s'est retombé et que, bon, voilà, Kamala Harris s'en est affranchie de cette aile gauche-là, qui, ouais. à un moment donné, même si elle n'a jamais réussi à gagner, a influencé. Ouais, c'est-à-dire que en 2016, bon, Sanders avait un peu forcé Clinton à prendre des positions un peu plus ambitieuses. Et en 2020, il avait un peu conditionné son soutien à Biden et le fait de se retirer les primaires assez tôt au fait que Biden reprenne une partie de son programme. Et donc, d'ailleurs, on a vu ensuite dans la manière dont Biden a gouverné, il a quand même tenté de faire passer des choses. Et certaines choses qu'il a fait passer, c'est directement inspiré du programme de Sanders. Et il avait reçu le soutien de la gauche américaine pour se représenter parce que justement, il allait continuer de porter ces problématiques. Et
Harris, elle n'a pas eu le soutien officiel de Sanders, même si Sanders a fait campagne pour elle, il n'a jamais dit je la soutiens officiellement, justement parce qu'il espérait qu'elle allait elle aussi signer en gros le programme comme avait fait Biden. Et on voit, il y a deux niveaux où c'est... Alors, d'abord, dans son discours, elle se retient de pointer du doigt un responsable des malheurs des Américains, en gros. Donc, elle a perdu ce côté, les riches se gavent, les multinationales profitent, alors que même Biden tenait ce discours. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins clair, et ça a été vraiment dans le seul débat télévisé qu'on aura dans cette campagne, a priori, puisque Trump ne veut pas se faire humilier une seconde fois. Elle n'a pas du tout porté ce type de discours. Donc du coup, ça fait son récit de pourquoi elle se présente, qu'est-ce qu'elle porte comme projet, etc. Bah, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de conflictualité, de clivage ou de je représente telle personne. Donc on a plus du tout complètement perdu l'aspect populiste de ce côté-là. Après, elle porte quand même des propositions intéressantes ou qui sont calibrées justement pour répondre à cette demande donc elle veut instaurer une allocation familiale justement pour répondre à la hausse des prix. Elle veut proposer des choses sur le logement, parce qu'il y a une crise de logement très importante aux États-Unis, parce que Trump n'a pas du tout de propositions sur ces domaines. Donc on voit qu'elle fait quand même l'effort. Elle porte quand même des choses pour la classe moyenne et la classe ouvrière américaine, mais elle ne le met pas forcément beaucoup en avant. Et quand elle le met en avant, c'est de manière assez neutre. C'est je vais faire quelque chose pour aider la situation, mais elle va jamais dire qui est responsable de la situation. Alors que Sanders, il va dire clairement, il y a des gens il y a des profiteurs, et ben on va les taxer et on va avec les taxes, on va mettre en place quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Chris. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le média, votre média, est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement de soutien ou un don défiscalisé, c'est sur le mediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.